les élections municipales gatinoises au matin d'ici. Voici Mélanie Boissonneau. 7h42, l'élection à la mairie de Gatineau aura lieu le 9 juin prochain. Pour vous permettre de faire un choix éclairé le jour du scrutin, on vous propose une longue entrevue avec chacun des candidats tous les matins à cette heure-ci. On recevait hier Mathieu Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est Stéphane Bisson qui est en studio. Stéphane Bisson, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir. On le fait, en fait, pour nos auditeurs, nos auditrices, question de vous connaître, de savoir aussi ce que vous avez comme idée, comme projet pour la ville de Gatineau. Vous êtes courtier immobilier. On vous a souvent interviewé ici comme président de la Chambre de commerce de Gatineau, un poste que vous avez quitté au mois de mars lorsque vous avez décidé de vous lancer dans la course à la mairie. Et donc, d'abord et avant tout, pourquoi? Pourquoi mettre de côté l'immobilier pour vous présenter en politique? Je suis à cette étape dans ma vie où je veux servir la population, je veux servir les citoyens de Gatineau. Et l'engagement communautaire a toujours fait partie de mon ADN, je dirais. Dès l'âge de 15 ans, j'effectuais du bénévolat à l'hôpital de Gatineau, au moment où l'hôpital a ouvert. Puis par la suite, là, j'ai eu des emplois rémunérés, mais l'engagement communautaire a toujours fait partie de ma vie. Vous l'avez mentionné tantôt, là, 8 ans d'engagement à la Chambre de commerce, dont pratiquement 4 ans à titre de président. Beaucoup d'engagement également au niveau de la Commission de développement économique de la ville de Gatineau, la table de concertation du centre-ville, la gestion des actifs stratégiques, un poste dans lequel j'ai été nommé là, par Tourisme Québec, mais également j'ai siégé à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, beaucoup de relations avec les politiciens, les sous-ministres, autant au fédéral, autant au provincial. Donc, une bonne connaissance de l'appareil et des dossiers également, mais également les deux pieds bien ancrés dans le sol, dans lequel, où pendant 36 ans, comme vous l'avez mentionné, j'ai fait des transactions immobilières, donc je me suis occupé des gens. Vous savez, faire l'acquisition d'une propriété, c'est tellement plus que 4 murs et un toit. Et des fois, mais on a des beaux moments de bonheur. Des fois, par contre, c'est un peu plus difficile parce que les gens vendent pour des causes de santé, il y a eu un décès, il y a une perte d'emploi. Donc, on vit beaucoup d'émotions. Donc, moi, je dis souvent que je suis un grand thérapeute, un grand conseiller. Donc, il faut apprendre à écouter beaucoup. Et c'est le plaisir que j'ai. Donc, vous l'avez mentionné tout à l'heure, là, ça fait quand même quelques semaines que je suis en campagne. Écoutez, je pense qu'on a fait le décompte cette semaine. Là, on était à plus de 5000 citoyens rencontrés. Je fais une campagne de terrain. À tous les jours, mon objectif, c'est de rencontrer en moyenne 200 personnes et de discuter avec eux et de comprendre également c'est quoi leur enjeu, c'est quoi les priorités des gens. Et les gens ont besoin d'être écoutés. Mm-hmm. Et je vais y revenir à ces enjeux. Vous êtes un père de 3 enfants, un grand-père aussi, 2 petits-enfants, natifs d'ici. Vous avez donc tout un parcours, on le comprend quand vous dites que vous avez les 2 pieds ici. Reste que dans les années 2000, vous avez eu des démêlés avec Revenu Canada, avec Revenu Québec aussi. Vous avez été, à un moment donné, disons, dans une posture un peu difficile parce que reconnu coupable de conflit d'intérêts à l'OASIC, qui est l'organisation d'autorégulation en matière d'immobilier. Et tout ça fait que la question pourrait se poser, pourquoi? Pourquoi les Gatinois devraient faire confiance à Stéphane Bisson? Parce que j'ai l'expérience du terrain. Vous savez, j'ai pas toujours nagé, j'ai pas toujours marché dans le trèfle là, jusqu'aux genoux. Donc, j'ai eu des périodes où, financièrement que ça a été très difficile. Vous en avez parlé. J'ai été... nécessairement, je suis une personne qui est très médiatisée, nécessairement dû à mes engagements communautaires et tout ça. Donc, j'ai vécu la situation nécessairement d'avoir le jugement des autres et également ma famille a vécu ces moments difficiles-là avec moi. Donc, dans la vie, je vous dirais, c'est pas juste de tomber, mais l'important, c'est d'être en mesure de se relever et de s'accomplir. Et moi, c'est cette expérience-là que je vais apporter à la table du conseil. Je suis une personne qui a été dans des sièges de direction, dans des sièges où j'ai pris des décisions financières qui ont eu un impact sur ma vie et sur la vie des gens qui travaillaient dans mes entreprises. Et c'est ça que je veux amener à la ville. Donc, justement, cet aspect humain, cet aspect de connaissance, de savoir qu'est-ce que les gens vivent au quotidien et d'avoir cette expérience, justement, humaine-là.
Donc, pour moi, c'est ça qui me motive. Mhm. Et vous le disiez, bien branché avec tout un réseau à travers la province, d'autres municipalités, d'autres chambres de commerce. En même temps, si vous remportez cette élection-là, est-ce qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts à déclarer? On a déjà pris le taureau par les cornes, comme on pourrait dire. Donc, moi, je veux pas que ce soit les citoyens qui paient pour avoir cette opinion juridique-là. Donc, on est déjà en démarche. On a déjà des conversations entamées avec un cabinet d'avocats pour justement avoir une opinion juridique, à savoir est-ce que j'ai vraiment les mains libres comme je le prétends. J'ai Est-ce pas... que vous avez une réponse présentement? J'ai pas de réponse actuellement, mais... Est-ce que ça va venir avant les élections? Ça va venir avant les élections parce que je crois qu'il est primordial que lorsque les électeurs se rendront aux urnes, que la situation soit claire, nette et précise. J'ai aucune inquiétude là, par rapport à ma situation, à moins qu'on voterait, disons, la réfection d'un bout de trottoir en avant d'une de mes propriétés, là, qui pourrait me donner un avantage particulier. Mais pour le reste, j'y vois pas comme tel de conflit potentiel ou apparent. Donc, mais par contre, je veux vraiment vider la question et pour moi, je prends sur ma charge parce que je crois pas que ce soit les citoyens qui doivent payer pour ça. Donc, je m'engage à le faire. Sur les enjeux, justement, quand on vous a demandé vos 3 priorités, vous avez d'abord cité le logement. Dans cette matière-là, les promoteurs immobiliers sont en général peu enclins à construire du logement abordable parce que c'est moins rentable, ça coûte cher construire. Comment faire plus, comment faire mieux, alors que c'est pas la première fois là, qu'on dit qu'il faut encourager, par exemple, la construction. On est en pleine crise du logement à Gatineau. Donc, comment vous pouvez réussir là où, j'ai envie de dire, tout le monde avant vous n'a pas tout à fait réussi, sinon échoué? Bien, on ne vit pas dans un pays de licorne, là, où on pense qu'on va avoir... Tu sais, il y a des candidats à la mairie là, qui ont des baguettes magiques qui vont régler tout ça. Ils vont faire disparaître les itinérants, puis tout à coup, la crise du logement va se résorber. Tu sais, je tiens à rappeler là, que d'ici 2051, la croissance de la ville de Gatineau sera de plus de 26 %. Donc, pour arriver à faire du logement abordable, on ne peut pas imposer à quelqu'un d'autre nos visées. Donc, ça veut dire qu'on doit amener quelque chose à la table. Donc, premièrement... Donc, comme ville, comme maire. Comme ville, comme maire, il faut penser à l'extérieur du cadre et il faut penser à l'extérieur des... Tu sais, les fameux formulaires là, où parfois on n'est pas capable de remplir le carré, mais on peut-tu faire des ronds avec les carrés? Dans le sens où je m'explique. La ville de Gatineau possède déjà un certain nombre de terrains, un certain nombre d'espaces auxquels on pourrait voir comment ces espaces-là pourraient contribuer à peut-être un apport de la ville pour faire du logement abordable rapidement. Le gouvernement fédéral a déjà indiqué publiquement qu'il voulait se délester du centre Asticou. Vous savez, le centre Asticou, là, c'est faible densité à cause nécessairement de la présence du parc de la Gatineau, puis de la zone marécageuse. Donc, on peut faire facilement des logements abordables, mais des logements abordables, et je m'explique, on pourrait avoir puis je prends souvent l'analogie des parcs de maisons mobiles dans lesquels où les terrains sont loués. Donc, ce qui pourrait dire, on pourrait faire une section dans le centre Asticou, ça pourrait être des maisons-jardins destinées à des familles à faible revenu, puis avoir des terrains loués, donc qui permettraient d'avoir un coût d'acquisition beaucoup moins élevé. Donc, il faut penser à l'extérieur du cadre. Et parmi les candidats à la mairie, je suis la personne qui a le plus d'expérience en immobilier et qui en a vu passer, disons, différents concepts. Et je suis une personne qui est très curieuse, donc je m'enquéris de comment le logement social se fait à Singapour, comment le logement social se fait en Allemagne. Donc, il y a différents modèles qu'on est en mesure de mettre en place. Et je crois beaucoup aux gens qui ont peut-être des difficultés financières, tu sais, des budgets plus réduits. Mais ce qui me préoccupe également, les jeunes et également les aînés. Les aînés qui travaillent, qui en fin de compte, ont peine à joindre les deux bouts à cause qu'ils vivent avec des prestations qui sont difficilement, tu sais, lentement indexées. Donc, eux, pour moi, ça me préoccupe particulièrement. Donc, je veux trouver des modèles dans lesquels on pourra mettre en application et on pourra venir et aider les gens qui ont peut-être moins de ressources. Et sur le logement abordable. Sur le logement, oui, en effet. Vous avez dit le logement abordable, c'est aussi lié à l'itinérance. C'est un problème. Le site autour de l'aréna Robert-Guertin est régulièrement dans l'actualité. Il y a eu ce cri du cœur de la mairesse Belle-Île. Qu'est-ce que vous faites en matière d'itinérance si vous êtes élu maire? En itinérance, vous savez, 6 individus sur 10 sont en itinérance à cause de séparation, maladie ou perte d'emploi. Donc, déjà, le site de Guertin, on le garde à cet endroit-là.
On va tout simplement assurer qu'il y ait plus de corvées, il y a plus d'intervention au niveau des personnes en situation d'itinérance. Donc, on va mettre tout simplement plus de poubelles, les inciter davantage. Mais donc, on garde le site, on garde l'espèce de campement plus ou moins temporaire. Là. Il y a plein Temporaire d'idées. tant qu'on n'aura pas d'autres situations plus pérennes dans le temps. Et je tiens à rappeler, la situation d'itinérance, là, la croissance est de 483 depuis 2018. Donc, ce n'est pas un sujet qui va se résorber parce qu'il va y avoir un maire qui sera élu pendant 16 mois. Là, puis il y a des gens qui ont des grandes solutions pour très rapidement, mais qu'il n'y a rien qui a été mis en application depuis le temps. Donc, il faut vraiment arriver avec une solution immédiate. Je vous prends au bon parce que vous avez dit pour les 16 prochains mois, c'est effectivement le mandat. Ensuite, il y aura d'autres élections. Est-ce que vous comptez vous représenter aussi après? Je serai de la course en 2025. Ça, c'est garanti. OK, alors c'est noté. Autre priorité, vous avez dit en deuxième, l'environnement. On aurait pu penser que ça vous mettait du côté du tramway. Vous avez l'air de privilégier le Rapibus. Pourquoi? La situation avec le tramway, je pense qu'il y a beaucoup de désinformation qui s'effectue. Donc, il faut comprendre que le tramway, actuellement, le trajet, si on fait juste un parallèle, Gatineau-Québec, donc le projet de Gatineau a 2 km de plus, mais pourtant, dans les chiffres qu'on a, c'est 3,4 milliards de dollars. À Québec, on est déjà rendu à 10 milliards de dollars. Il y a l'argent pour les études, on se le fait dire, pour la portion québécoise. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait un tramway, puis on déposerait les gens au pont du Portage. Ça veut dire après ça, débrouillez-vous, marchez. Et où ça serait le fédéral qui serait responsable de 100 des coûts à partir du pont du Portage. On sait très bien, le gouvernement de l'Ontario a dit non, pour nous, le tramway, c'est pas une option. Est-ce que je veux laisser 3 ou 4 milliards de dollars sur la table d'argent fédéral provincial? Non, du tout, madame. Moi, je m'engage à aller chercher chaque dollar qu'on est capable d'aller chercher. Ça fait trop longtemps Et c'est comme ça, donc, qu'on est passif, Rapibus à Gatineau. Donc oui, on va aller chercher un Rapibus. De toute façon, c'est une empreinte sur le territoire qu'on pourra utiliser pour le tramway par la suite. On continue le développement du tramway, mais actuellement, les gens qui nous écoutent sont dans leur véhicule, sont pris dans des bouchons de circulation. On a besoin de trouver des solutions pour ces gens-là le plus rapidement possible. Et parlant justement, Rapibus, vous parliez de ne pas laisser de l'argent sur la table. Ça, c'est une partie du défi. Mais en transport, comme dans le reste, tout coûte de l'argent. Donc, pour ce qui est de l'impôt foncier, les taxes, quelle est votre position? Ma position est très claire depuis le début de la campagne. C'est une indexation au coût de la vie. Donc, on garde avec la formule de 3,9 qu'on a déjà connue dans les dernières années. Il serait irresponsable de proclamer qu'on va faire un gel de taxes quand tous les frais augmentent. Et je tiens à rappeler, il y a énormément d'argent, il y a énormément de programmes de subventions qui existent actuellement au fédéral, au provincial pour l'habitation. Donc, moi, je veux avoir absolument, dès le 10 juin, je m'engage à créer, à être présent sur le comité choc, avoir un guichet unique pour les promoteurs, pour pouvoir faire avancer les projets, pour mettre plus de chantiers en route, le long du corridor du Rapibus, autant le Rapibus du côté de l'ouest, autant le Rapibus du côté de l'est. Et le Rapibus du côté de l'est, il faut le prolonger également jusqu'à boulevard de l'Aéroport, avoir un parc de stationnement incitatif, avoir des pistes cyclables, finir la boucle de pistes cyclables pour que les gens puissent se transporter de manière sécuritaire. Oui, et ça fait partie en urbanisme de la nouvelle tendance développée autour de stations, que ce soit de trains légers ou de Rapibus. Peut-être une dernière question. Vous parlez de revoir le programme particulier d'urbanisme et on a beaucoup parlé de développer le centre-ville, le revitaliser. Vous parlez des cœurs des quartiers. Votre vision là-dessus, c'est quoi? C'est construire plus de tours? C'est des quartiers, par exemple le quartier du musée qu'on préserve? Comment ça le quartier du musée, on doit le préserver. De toute façon, je suis un des propriétaires dans le quartier du musée, donc c'est un endroit que je priorise. Mais également les autres zones du centre-ville. La question des parcs de stationnement incitatif de la STO, est-ce qu'on est en mesure de peut-être faire des partenariats publics-privés avec des entrepreneurs pour céder les droits aériens des parcs incitatifs pour pouvoir créer du logement sur des bails amphithéotiques? On ne fait pas de vente à rabais.
Donc, on s'assure d'avoir des revenus réguliers qui proviennent parce que le transport collectif, il faudra le financer d'une certaine manière. Si on n'augmente pas les coûts d'immatriculation, il faudra aller chercher de l'argent d'une autre manière. Donc, il faut être créatif dans de la manière qu'on gère la ville. Il faut gérer la ville un peu plus comme une entreprise que plutôt comme un puits sans fond dans lequel on fait juste puiser de l'argent et il n'y a pas personne qui est redevable de quoi que ce soit. Donc, à un certain moment donné, il faut voir la ville plus gérée en entreprise. Donc, si dans mon entreprise, il manque d'argent à la fin du mois, je dois puiser dans mon vieux gagné, mais c'est la même chose au niveau de la ville. Donc, il faut avoir une vision où on n'est plus en alliance avec les citoyens par rapport à leur capacité de payer. Merci, Stéphane Bisson, d'être passé dans nos studios. Bonne fin de campagne. Merci, ça a été un plaisir. Je rappelle aux auditeurs et auditrices que si vous avez